Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce troisième épisode de Je sais tes podcast spécial Australian Open. Merci Philippe d'être toujours aussi fidèle. C'est un numéro particulier qui nous attend aujourd'hui parce que, comme vous le voyez, nous sommes en liaison avec Melbourne en compagnie du coach de Zizou Bergs, Christophe Vliegen, qui nous fait la gentillesse de nous rejoindre alors que Zizou est sorti du terrain il y a à peine 3 heures et qu'il est tard à Melbourne aux alentours de 22h40. Zizou qui s'est malheureusement incliné en 5-7 ce matin face à Facundo Diaz Acosta, joueur argentin classé 73e mondial. Alors évidemment, Christophe, on est impatient d'avoir ton débrief sur ce match qu'on a suivi. Je rappelle que Zizou avait gagné le premier set 7-6, puis il a perdu le deuxième 6-4, il a pris le troisième facilement 6-1, et puis il perd les deux derniers 6-3, 6-4. Raconte-nous un petit peu ce match difficile. Bah, qu'est-ce qu'il faut savoir? Je pense que le premier set a été serré, accroché, où il gagne, il le remporte. Il a briqué assez rapidement au début du premier set, puis après il se fait débriquer une fois. Mais quand tu gagnes le premier set, je trouve qu'au début du deuxième, il n'a pas été très performant. Je pense que il a baissé un peu l'énergie, les intentions, donc il s'est fait briquer dès le début du deuxième set, où il a couru derrière. Par contre, troisième set, on a un peu ajusté la tactique par rapport au retour, que ça a bien fonctionné. Mais après, bon, c'est vrai que c'était un match qui durait longtemps et bon, un match sur 4 heures, pas mal de choses qui sont passées. Je pense il n'a pas assez osé à un moment donné. Je pense que physiquement aussi, c'était un peu compliqué par moment. La chaleur, bon, on sait qu'il y a eu des problèmes de crampes les années précédentes ici. Donc, c'était aussi quelque chose qu'il fallait regarder. Bon, elle a joué 4 heures sans crampe, mais c'était quand même compliqué à la fin niveau énergie. Bon, ça, il faut maintenant faire un débrief. C'est un peu trop tôt de débriefer maintenant dans les détails. Mais je pense qu'il faut débriefer. Je pense que la semaine passée, il a joué beaucoup de matchs aussi. Il n'a pas eu beaucoup de récupération. C'est pas du tout une excuse parce que bon, je trouve qu'aujourd'hui, il aurait dû le remporter quand même, ou il aurait pu en tout cas. Mais bon, après, il faut débriefer. Moi, ça fait que quelques semaines que je le connais, j'apprends à le connaître. Donc, on va faire un débriefing quand on est rentré à Bruxelles. Et on va voir ce qu'il y a de mieux à faire dans le futur. Il a fait appel au kiné assez rapidement, hein. Dans le deuxième set, il semblait avoir une petite gêne à la cuisse. Rien à voir avec Non, rien à le... voir, non. Non, rien à voir. Ok. Il a une petite contracture dans la cuisse il disait. Donc après, bon, moi, je porte pas trop attention quand il dit ça. Quand je vois qu'il court à gauche, à droite, qu'il saute et tout ça, bah, je me pose pas trop la question s'il y a vraiment un problème réel ou pas. Donc, ça, je pense C'est que ça n'avait sûr, rien à voir. c'est sûr aussi, Chris, qu'il est arrivé quand même avec. Donc, il avait 3 matchs de qualif, plus encore 4 derrière. Il est arrivé avec 7 matchs dans les pattes, peu de récup. Hein, vous avez pris l'avion, on s'est eu au téléphone le dimanche, je Bah, pense. Vous étiez. dimanche, oui. Ouais. Lui, il est Donc, arrivé ici dimanche à 16 heures, heure locale. Et bon, il est venu, il a été au club se faire soigner, tout ça. Puis bon, lundi, on a fait un entraînement pour s'adapter un peu à la surface. Bon, il y a un petit décalage horaire de 2 heures, mais bon, on a eu le décalage horaire à Hong Kong de 7 heures, puis on a eu le décalage horaire de 5 heures en plus par Auckland, où là, on est arrivé vendredi après-midi pour jouer samedi, premier tour qualif. Donc là, il n'y a vraiment pas eu de préparation et il n'a pas eu de repos. Bon, après, ça, c'est pas une excuse. Je pense que si tu fait finale la semaine avant Melbourne, bon, c'est des problèmes de luxe. Est-ce que ça lui a joué un petit tour aujourd'hui? Probablement. Mais j'estime quand même que physiquement, il devrait être plus frais. Je pense que physiquement, il a baissé un peu trop vite dans le match quand même. Est-ce que c'est dû à la chaleur ou est-ce que c'est la fatigue? Parce que je pense que lui, c'est la première fois aussi qu'il a fait une finale. Il n'avait jamais fait une demi-finale déjà, donc pour faire la finale. Donc je pense qu'aussi un petit contre-coup au niveau mental aussi. Je pense que ça aussi, ça a joué beaucoup sur ses nerfs la semaine passée. Mais bon, après, aujourd'hui, il a fait ce qu'il pouvait. Est-ce qu'il doit s'améliorer dans plein de choses, évidemment, mais c'est sûr qu'émotionnellement, on connaît Zizou et il met beaucoup, beaucoup d'énergie mentale dans ses matchs. Et donc, probablement que bah c'est ouais, aussi une donnée qu'il va falloir gérer dans la bah trop, ouais. récupération, quoi. Hein? Aujourd'hui aussi, à un moment donné, il met beaucoup trop d'énergie dans d'autres trucs. Bon, au quatrième set et cinquième set, il n'a plus l'énergie pour mettre de l'énergie dans d'autres choses, mais tu sens bien qu'à un moment donné, il chauffe un peu le public belge, c'est super. Mais en même temps, il réveille tous les Argentins qui sont là avec.
Alors que si tu n'es pas à 100% physiquement et l'autre est à 110% physiquement parce qu'il voit que Zizou est un peu en baisse des régimes, bah, les Argentins, bah, le caractère qu'ils ont, ils se mettent à 250% derrière eux aussi. Donc, est-ce que c'était intelligent de faire ça? Je pense pas. Est-ce que ça aurait changé quelque chose dans le résultat final? Non, je pense pas non plus. Mais c'est sûr il faut commencer un peu à mieux gérer ces trucs-là. Maintenant, j'ai posé la question, combien de matchs en Grand Chelem il a joué? Bah, c'est que 7 matchs. Ouais. Donc, c'est pas non plus qu'il a une expérience derrière lui. Il a 25 ans. Je l'ai dit, je pense qu'en novembre ou décembre, il est nouveau sur le circuit. Donc, évidemment, il y a plein de paramètres qui ne gèrent pas du tout et pas encore. Donc, ça viendra avec le temps. Évidemment, ça aurait été mieux déjà faire une meilleure expérience ici, mais gardons les choses positives quand même de cette tournée. Oui, et tu disais tout à l'heure, vous êtes passé de Hong Kong à Auckland et puis de Auckland à Melbourne. C'était quand même beaucoup de voyages. Pourquoi ce choix? Bah, quand tu es 72e mondial au début de l'année, que tu pas le choix. C'est que quand tu pas de tableau final à Adelaide, bah, tu dois aller à Hong Kong. Quand tu pas de tableau final à Brisbane, bah, tu vas à Auckland. Et à Auckland, il était qualif aussi. Quand tu es 70 au monde, bah, tu fais en mieux. Maintenant, OK. toujours le but de début de l'année, c'est d'avoir des matchs avant d'arriver à Melbourne. Bon, c'est compliqué de dire à Zizou, après 4 matchs à Auckland, tiens, balance demain et on va se préparer pour Melbourne. Ça se fait pas. Mmh. Donc, c'est comme ça, c'est un choix qu'on fait parce que, on est par l'obligation d'aller là. Mais bon, en même temps, les tournois, c'est ça. Je veux dire, ça fait partie d'une carrière de tennis. Et aussi, je veux dire, et c'est pas encore dans son cas, bon, c'est pas non plus qu'il a une expérience de fou dans les grands chelems, c'est pas non plus qu'on peut espérer qu'il va faire des deuxièmes semaines à partir de maintenant. Si tu as gagné, façon de parler, 2 matchs en Grand Chelem sur 2 ans, bah, je pense qu'il en a gagné plus par contre. Je pense qu'il en a gagné deux à Roland, il en a gagné un à l'US, je pense. Donc, c'est que 3 victoires. Donc, c'est pas non plus qu'on peut se dire, bon, on peut espérer d'aller en deuxième semaine. Il n'a jamais Ouais. battu un mec dans les 20 pour l'instant. Il a battu 4-5 mecs dans les 50. Bah, dans un Grand Chelem, tu as quand même une chance sur deux de jouer un mec dans les 50 et puis après un mec dans les 20. Donc, après, est-ce qu'il faut aussi être réaliste à un moment donné? Moi, je suis bien réaliste là-dedans. Maintenant, c'est sûr que le but, c'est d'aller le plus loin possible. Mais est-ce que c'est aujourd'hui un truc réaliste de dire, OK, on va se préparer que pour les grands chelems? Ben non, parce qu'il n'avait jamais fait mieux qu'un quart de finale dans un 250. Maintenant, c'est clair que c'est une bonne chose, qu'il a bien joué les matchs avant. Et on va continuer à travailler les choses que j'ai vues qui vont pas du tout encore comme il faut. Oui, parce que tu vas pas retenir de cette tournée qu'il a pris premier tour. Enfin, si, on va y retenir ça, mais c'est surtout ce qui revient, c'est que tu reviens avec une finale quand même sur cette première Oui, je partie reviens de avec une. l'année. Bien Hein, sûr que c'est je reviens c'est avec pas une finale. négligeable. Je pense que oui, évidemment, bon, tu reviens avec une finale, tu reviens avec 200 points plus ou moins. Bon, je crois que ça, c'est déjà 25% de ses points qu'il avait sur toute l'année. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, je pense, ou c'est même plus. Mais bon, ce que moi, je retiens le plus, c'est que j'ai vu de lui maintenant, on va dire, une dizaine de matchs en simple. Je crois que c'est 9 ou 10. Et bon, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Donc, je dis toujours qu'on apprend beaucoup plus pendant les matchs en étant coach que pendant l'entraînement. À l'entraînement, on Bien a travaillé sûr. des trucs de mois de décembre que je pensais qu'il fallait travailler. Je pense qu'il s'est adapté à ça déjà pas mal. Est-ce qu'il s'est assez? Pas du tout. Il sert toujours pas comme il faut. Il retourne pas assez. Les statistiques, ça va mieux. Je dis oui, les statistiques, je regarde tous les jours ces statistiques, je regarde toujours les autres, ce qu'il fait, tout ça. Par moment, c'est bien, mais il n'y a pas du tout une constance dans son niveau de jeu aujourd'hui, ce qui est logique parce qu'on travaille des choses depuis 4 semaines. Donc, c'est vraiment pas un truc pour s'inquiéter, mais il faut vraiment continuer à travailler là-dessus. Et pourtant, on voit, clairement qu'il a évolué. Rien qu'en sur cette petite, période de 2 mois, on voit vraiment qu'il a mis en place, des choses, notamment au niveau du service et au niveau du jeu vers l'avant. Je l'avais mis dans une story Insta, par rapport aux 3 points que toi tu avais, Mhm, expliqué vouloir améliorer chez lui, mhm. mais tu es pas encore, enfin, tu es quand même satisfait de ça? Je suis satisfait, mais je veux beaucoup plus. Je veux dire, oui, il s'est amélioré, bien sûr que ça s'est amélioré. Sur peu de temps, ça s'est amélioré, mais on va dire qu'aujourd'hui, il met 30% du temps, il met la pression sur l'adversaire. J'aimerais bien que les 30% deviennent 75%. Mais bon, tu sais pas aller de 0% à 75 en une fois. Donc, il aura besoin du temps pour ça. Mais comment il va le faire? Bah, c'est en mieux retournant, c'est en servant mieux, en se faisant confiance, en jouant vers l'avant.
de s'améliorer sur les balles courtes, parce que ça aussi, c'est une balle il a un peu du mal parfois. Mais bon, ça, c'est des choses qu'il faut travailler. Je veux dire, c'est ma vision du tennis que moi j'ai pour lui et que je sais que j'ai adapté plein de choses quand même. Ouais, j'ai essayé d'adapter. Et si maintenant, si les gens voient déjà une différence, ben, c'est une bonne chose. Il est d'accord avec, la manière dont toi ta «sévérité» entre guillemets par rapport à ce que tu viens d'expliquer, dans ton analyse? Bah, quand il m'a contacté, on va dire mi-novembre, bah, je lui donné mes points. Donc, est-ce qu'il croyait que j'allais vraiment être persévérant là-dedans et dur avec lui? Je pense pas, parce que ça, on a déjà eu la discussion. Mais en même temps, pour moi, il n'y a qu'un chemin pour que s'il veut atteindre un certain niveau ou quoi, bah, il faut passer par là. Est-ce que lui va gagner plein de matchs en jouant 2 mètres derrière sa ligne de fond et frapper du fond? Bah, je pense pas. Oui, ils vont en gagner, bien sûr qu'ils vont en gagner, mais est-ce qu'il va battre les meilleurs au monde? Non, je pense que moi j'aime bien prendre l'initiative, j'aime bien que mon joueur prend l'initiative lui-même, j'aime pas courir derrière les faits. Et maintenant, c'est sûr que c'est un grand pas pour lui, hein, ça on est bien d'accord, mais il savait à l'avance et si ça le convenait pas ou quoi, il a qu'à le dire, ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas de problème avec ça. En l'écoutant, je me rappelais, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger un tout petit peu, et il y a une notion qui est aussi super intéressante, c'est que pour améliorer son jeu d'attaque, il doit améliorer son jeu de défense aussi. Il doit améliorer ses trajectoires de balle, être plus solide et plus consistant dans l'échange pour être capable de résister contre les meilleurs joueurs du monde du fond. Et pour avoir la balle courte, il faut pouvoir être capable de travailler le point. Et ça aussi, Chris, c'est une des choses qui fait partie de ton processus pour son développement, je pense. Bah, les premiers entraînements que j'ai fait avec lui à Anvers, c'est que des coups de défense. J'ai fait que Ouais. ça. J'ai fait pendant 15 jours, j'ai fait que des exercices avec lui où il devait défendre, il pouvait pas attaquer une seule fois. Où je le mettais en difficulté du matin au soir et il avait qu'à remettre la balle, je m'en foutais comment, mais au-dessus du filet, dans le terrain. Parce qu'au début, il défendait toujours à plat, et il faisait des contre-attaques ridicules. Oui, quand ça passait une fois sur 15, c'était magnifique, mais les 14 autres fois, tu perdais le point, donc ça sert à rien. Donc, c'est clair que j'ai essayé de lui apprendre un peu mieux défendre, de jouer juste dans les coups de défense, parce que ça aussi, c'est bien de savoir défendre, mais après, si tu joues mal la balle, il faut jouer juste. Donc ça, c'est quelque chose que je mets énormément d'attention, ça c'est clair. Ça s'est déjà amélioré, mais parfois, je trouve qu'il fait encore une petite couille à gauche, à droite, ça c'est sûr. Mais ça s'est déjà amélioré. Et comme tu dis, Phil, moi, si tu veux attaquer, il faut savoir défendre. Et donc, j'ai commencé avec la défense. Mais bon, en sachant que je veux qu'il joue dans le terrain, hein. Oui, c'était le point commun que j'avais avec, on en avait parlé un peu, tu te souviens, Christelle, avec Crete aussi, qui Ouais. est, parce que c'est quand même plus facile de travailler le jeu, enfin, dis-moi si tu es d'accord avec ça, Chris, c'est plus facile de travailler les balles courtes et le jeu d'attaque que de travailler le jeu de défense. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'entendre que pour être un meilleur attaquant, bah, tu dois être un très très bon joueur du fond, tu dois être un bon défenseur, un bon contreur, tu dois être capable de résister. Et c'est comme ça que tu deviendras un bon attaquant. Pour les entraîneurs qui pensent que pour être un bon attaquant, il faut juste attaquer le jeu d'attaque, ben non, parce que si tu rates après 2 frappes, tu n'as pas une balle courte. Hein. Ben non, et puis il faut créer la balle courte. Moi, j'aime bien qu'il crée la balle courte avec son service, par exemple, ou avec son retour. Mais bon, il y a plein d'échanges. Donc, si tu sais pas créer une balle courte parce que ta qualité de frappe du fond est pas assez bonne, bah, ça sert à rien. Tu peux avoir le meilleur coup d'attaque, bah, tu n'auras jamais une balle courte. Donc, ça vaut pas la peine ça vaut pas la peine de la jouer. Celle-là, tu la reçois jamais. Moi, je voulais t'entendre aussi, Chris, sur le dernier jeu. Parce que le dernier jeu, il y a le coup droit là qui rate, il y a la volée qui rate. Euh, donc, 3 balles de break, hein, je rappelle. pour planter 3 le balles de décor, break pour donc, ouais, revenir à 5-5. il est mené 5-4, donc l'Argentin sert pour le match, et puis il mène 0-40 dans le jeu. Qu'est-ce que tu penses Ouais. des choix qu'il fait Bah, dans ce dernier jeu? Bah, si tu as confiance en toi et que tu sais, t'es persévérant avec le jeu qu'on a mis en place, bah, à 0,40, tu vas long ligne et tu suis, au lieu de jouer 2 fois croisé. Surtout que si physiquement, tu es vraiment un peu cuit, parce que ça, évidemment, il n'a pas beaucoup d'énergie, bon, il a un peu, voilà, il n'y a pas de souci. Bah, donc, dès que tu as l'occasion de jouer toi-même, bah, il faut saisir sa chance. Donc, moi, déjà, à 0,40, quand il passe pas, quand il fait 3 coups droits croisés, au lieu que je sais qu'il y en a deux qui doivent aller longue ligne et peut-être même suivre derrière, mais je sais que le jeu est perdu. Parce que tu n'as qu'une occasion. Tu reçois qu'une occasion. Contre mon fils, c'est exactement la même chose. Quand mon fils sert pour le tournoi la semaine passée, à 5-4, il a 0,40, même chose. Tu prends pas la première parce que tu n'as pas le courage d'y aller,
et tu perds le point, bah après, tu sais très bien que l'autre va faire un ace ou un série gagnante. Les meilleurs joueurs du monde, ils font ça. Donc moi, je sais déjà quand tu fais pas 0,40 qu'il faut, bah tu attends la faute de l'autre. Bah là, tu dépends de l'autre et j'aime pas. Ouais, Moi, j'aime pas du tout dépendre de l'autre. J'aime bien prendre ouais, l'initiative. Donc si tu prends pas l'initiative sur cette balle-là, pour raccourcir l'échange en plus, parce que l'échange là, elle dure longtemps. Donc si tu la perds, celle-là, bah, les 2 points suivants, déjà pour récupérer de cet échange-là, c'est compliqué. Parce que même s'il fait 5-5, imaginons qu'il break après parce que l'autre fait une faute ou quoi, bah, après un long échange, bah, c'est dur de jouer les 2 premiers points après, à 5-5 au cinquième, en sachant que tu sers à 180 maximum. Donc tu sais que tu auras plein d'échanges à jouer. Donc si tu prends pas ta première occasion d'attaquer, bah, à ce moment-là, tu vas ramer contre n'importe qui. Oui, mais l'autre, il ne bougeait plus, hein. Il savait plus bouger, il crampait. À 0,40, je pense, ou à 30-40, je sais pas si tu vois, il saute en l'air comme ça, il n'arrive plus à poser le pied à terre parce qu'il est Non, en il a train fait de une cramper. entorse. Il s'est fait une entorse après. Ah, c'est ça? Quand il est monté au filet, il s'est fait une entorse. OK. Je pensais que c'était les crampes qui Non, non, parce que commençaient à lui, le. bah, lui était bien. Ah, je dis pas qu'il était fit à 100%, mais il courait quand même partout. C'était quand même une différence comparé à Zizou. Mais tu viens de le dire, s'il avait confiance, il aurait dû faire ça. Mais c'est que c'est un problème plus de confiance et là-dessus, tu sais pas avoir beaucoup de. T'es un peu si, impuissant, non, Phil? Si, si. non, Là, je suis pas là, ça d'accord. fait que 5 semaines que je suis occupé avec lui. Donc, dans 2 mois, vu qu'il va avoir toujours ces balles-là, et je serai toujours derrière lui pour dire, tu dois y aller, tu dois y aller, tu dois y aller. Dès que tu n'y vas pas, je t'engueule, bah, tu dois y aller. À un moment donné, ça va devenir une habitude. Tu dois créer l'habitude. Je sais très bien qu'aujourd'hui, ou que la semaine passée, même les matchs qu'il a gagnés, il y a eu plein de moments où je lui disais, mais monte, tu dois monter. Mais tu dois monter. Je suis désolé de te le dire, mais tu dois monter. Et on a Oui, mais si t'as regardé pas les matchs ensemble confiance. après. On a regardé les matchs ensemble après. Contre, par exemple, on a regardé à Auckland le match contre Fils à Hong Kong, où je lui montre, tiens, tu aurais dû faire quoi là? Bah, t'as qu'à monter. C'est pas compliqué. Mais tu dois avoir le courage d'y aller, tu dois avoir confiance d'y aller. Bah, si... Et ça viendra. Et si ça vient pas, bah, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour être dans les 20. Et comment ça vient, Phil? Tu voulais en parler? Simplement, comme Christophe vient de l'expliquer, c'est qu'à un moment donné, les résultats vont faire qu'il ne gagnera pas les matchs s'il ne le fait pas. Donc, après, l'attitude de Christophe, c'est comme il l'explique, il dit, bah, tu fais ce que tu veux. Mais si tu le fais pas, tu gagnes pas. Donc, vas-y, fais comme tu veux. Et donc, t'attends, et puis chaque fois, tu vas lui montrer, t'as vu, tu fais pas, tu fais pas, tu fais pas. Résultat, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Bah, Donc, à un moment donné, parce qu'il aura vécu l'expérience négative, il va se dire, je l'ai déjà eu 5 fois cette année. Il va peut-être se dire à un moment donné, OK, maintenant c'est bon, j'y vais, quoi. Et c'est peut-être pas pour ça qu'il va gagner, mais en tous les cas, le processus sera en marche. Et ça, c'est l'expérience. Et quand Christophe parle de, il a joué quelques matchs en Grand Chelem, il a joué presque pas top 20, zéro top 10. Il va se rendre compte que pour gagner, il va falloir faire plus que juste avoir cette attitude un peu passive, espérer que l'autre va rater, parce que l'autre, non, il va pas rater, et deux, il va lui rentrer dans les lattes. Donc, à un moment donné, c'est soit c'est toi qui le fais, et peut-être que ça ne marchera pas, mais en tous les cas, ça dépendra à 100% de toi. Et après, on dira pas de chance. Le gars, il a tiré un passing de légende. OK, ben, tu vas le faire 100 fois, tu vas gagner 90 fois le point. Il faut accepter que tu le perds 10 fois. Ou tu ne le fais jamais et tu restes comme il le dit très bien. C'est très pragmatique. C'est ça où j'aime bien entendre Christophe, il me fait rire. Parce que ben, tu le fais pas, il n'y a pas de souci, ben, tu restes 50. Et c'est bah, y a très pas de bien problème. aussi, hein, tu feras une balle carrière, mais tu seras 50, quoi. Bah, tu Donc, n'atteindras pas tes objectifs. Bah, les deux derniers matchs, on va dire contre mon fils et celui d'aujourd'hui, s'il avait été un peu plus courageux vers l'avant, bah, il aurait pu retourner une situation, gagner le match. Même si contre mon fils c'était compliqué, parce que lui, il a 35 finales dans ses jambes. Lui, il sait exactement comment il faut jouer une finale. Mais lui, par exemple, il savait avant le match qu'il allait devenir peut-être le joueur le plus vieux qui allait gagner un tournoi ATP. Il dit lui-même ouvertement toute la semaine qu'il joue pour sa fille parce qu'il veut que sa fille soit fière de lui. Donc il a une pression lui-même. Ben, ça se voit qu'à la fin du deuxième set, il commence aussi à pas douter, mais il y a moyen de le faire douter. Ben, si à 0,40 contre mon fils quand il sert pour le match, tu n'y vas pas non plus, ben, ça fait maintenant 2 fois que l'autre sert pour le match, tu as 2 fois 0,40 et tu n'as pas été. Ben, la troisième fois, j'espère quand même que la prochaine fois, que ce soit la Coupe Davis ou Marseille ou Doha, tu vas y aller. Parce que si à chaque fois tu vas sortir du terrain avec des regrets, ben, le processus n'est pas en route et tu ne devrais jamais penser à aller dans les 20. Purée, à vous entendre, vous êtes dur, quoi.
Bah, c'est la réalité des choses, il n'y a qu'à 20 Ben, places. il y a 20 places au monde, Christelle. Je veux dire, tu n'iras pas avec la fleur au fusil, quoi, et en sifflotant. Le fait de vouloir, ça ne suffit pas. Il faut mettre des actes derrière les mots. Et Zizou Berg, il est ambitieux. Moi, je trouve que ça, c'est top parce qu'il y a tellement Ouais. peu d'athlètes ambitieux en Belgique et qui se cachent et qui sont contents d'être là. Lui, il est ambitieux et ça, c'est magnifique. Maintenant, il va devoir apprendre à mettre des actes derrière les mots. Et c'est de ça qu'on parle. Et Mm. cette expérience de début d'année, mais c'est richissime à crever pour Christophe parce qu'il a déjà tellement. T'as 9 matchs, puisqu'il y a les 3 qualifs plus les 5 plus Ouais. celui-ci. En 9 matchs, il a une matière dingue et on est le 15 janvier ou le 16 janvier, enfin je sais pas combien on est, le 11. On est en début d'année et il a déjà une quantité de volume là, de matière plutôt pour avancer. Donc je suis impatient d'être dans 6 mois et voir comment, à fort de cette discussion, ça va être intéressant dans 6 mois de voir où il est. Mais je suis Ouais. certain que ça va le faire. Ça va le faire. Ben, disons qu'il était aussi question de faire le point à vous deux à la fin de la tournée australienne. Est-ce Mhm. qu'il aura envie de continuer à tes côtés? C'est la Ah bah question aussi. ça c'est à lui de choisir et c'est moi qui peux choisir aussi si je continue, hein. N'oublie jamais ça. Ah oui, ok. C'est pas que lui qui décide, hein. C'est comme j'ai décidé d'arrêter avec Talon au mois de novembre. Moi, je peux aussi Ouais. décider de ne pas continuer si maintenant on va certainement faire un débriefing avec toute l'équipe. Avec Kurt, le président physique est ici aussi avec nous. On va faire un débriefing, je pense, pas maintenant, pas demain, parce que ça sert à rien. Parce que moi, j'ai besoin aussi d'avoir toutes les infos de tout le monde. Qui voit comment, qui est d'accord avec la philosophie que moi j'ai. Est-ce que lui il est d'accord et quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord? Et ben, après, on verra bien qui fait quoi. Bon, après, je pense que quand tu fais une première finale la deuxième semaine de l'année, je pense que comment t'appelles ça? J'ai un Du peu de crédit, crédit. je crois. J'ai Ouais. un peu de crédit. Je pense que ça, j'ai. Ben maintenant, on est tous les deux en droit de dire, écoutez, c'est trop compliqué, t'es trop dur avec moi, ou moi, j'estime que tu fais pas assez, ou peu importe. Et moi, il n'y a aucun problème avec ça. Si aujourd'hui, on doit décider que ça s'arrête pour n'importe quelle raison, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est les choses de la vie qui arrivent. Maintenant, je pense que les 2 mois qu'on a fait, je pense que c'est 2 bons mois. Mais j'ai appris plein de choses les 15 derniers jours pendant les matchs. C'est pas en Anvers que j'ai appris plein de choses, c'est ici que j'ai appris plein de choses. Et c'est Mm. là que je vois où il y a vraiment le travail à faire et s'il y a beaucoup ou pas. Bon, après, j'estime qu'il y en a beaucoup, mais je veux dire, c'est comme ça. C'est pas en décembre que j'allais avoir plein d'infos. C'est maintenant que j'ai Mm. toutes les infos. Mhm. Ouais. Oui, et puis il faut s'entendre aussi humainement. La tournée globalement s'est bien passée parce que c'est vrai que ça doit être assez d'avoir comme ça un joueur pour les premières fois, tu le connais pas vraiment super bien, tu dois quand même manger avec lui, aller l'entraîner, tout partager. Comment ça se passe au début, quoi? Est-ce que ça clique pas? C'est aussi intéressant de se poser la question. Bah, lui, il a ses habitudes qu'il a créées avant en étant joueur. Moi, j'avais mes habitudes avec Talon. À un moment donné, on crée nos habitudes à nous. Et c'est moi qui m'adapte à ses habitudes à lui. Par contre, j'essaie un peu d'adapter certaines habitudes qu'il a. Et bon, ça, j'ai rien dit encore pour l'instant parce que j'apprends à le connaître. Mais dans le débriefing, tout ça, il y aura des points qu'il n'aura jamais pensé, que j'ai pensé à ça. Mais ça Mmh. viendra et ça sera la cuisine interne qui va faire que je fais le Ouais. débriefing de A à Z et je demanderai à tout le monde qui fait partie de l'équipe de faire le débriefing avec nous et de donner leur point de vue. Et on a reçu la réaction de Zizou, alors je vous propose de l'écouter tout de suite. Ik denk dat ik zeker wel een beetje slachtoffer ben geworden. Je pense que j'ai été un peu victime, pour le dire crûment, de mon succès à Auckland. Et ce n'est pas seulement Auckland, mais la succession de Hong Kong, le voyage à Auckland, les 7 matchs. Opeenvolging van Hong Kong, de reis naar Auckland, de 7 wedstrijden. Ja, als je dan hier komt en je doet de eerste sessie en je voelt dat je heel snel verzuurt. Quand vous arrivez ici et faites le premier entraînement, vous sentez que vous vous fatiguez très vite. Et vous espérez que pendant l'après-midi de repos, vous allez vous remettre bien sur pied pour ne pas avoir de problème le lendemain. Mais ensuite, il s'avère que ce n'est pas le cas le jour même. Alors, vous savez que cela deviendra assez difficile. Vrij moeilijk wordt. Kon ik zaken beter doen? Absoluut kon ik zaken. Est-ce que je pourrais faire mieux? Absolument, je pourrais faire mieux. Mais c'est un peu difficile à évaluer. Aujourd'hui, j'étais peut-être à 60-70% de ma capacité totale, même si j'ai donné 100%.
C'est bien sûr un calcul difficile parce que ce n'est pas blanc ou noir. Ik denk, ja, als ik zaken beter zou kunnen doen, dan kon ik ze waarschijnlijk meteen zeggen. Je pense que si je pouvais mieux faire, je pourrais probablement dire que je devrais surtout jouer de manière plus explosive, mon jeu agressif, un jeu vers l'avant contre ces types de joueurs. Et si l'énergie n'est pas vraiment là, alors vous savez que vous devez travailler encore plus dur contre ces joueurs-là. C'est très difficile, surtout si vous n'êtes pas non plus ajusté à 100%. Heel moeilijk, zeker als je dan ook weer niet 100% zit aangepast. Het was waar ik last, ik kreeg op een bepaald moment een contractuurtje in mijn quadriceps aan het linkerbeen. À un moment donné, j'ai eu une contracture dans mon quadriceps de la jambe gauche. Nous avons rapidement pris cela en main et nous avons continué. La douleur était gérable, mais cela m'empêchait de donner toute la puissance de mes jambes au service. Mais je maintiens que mon corps était à la limite, dans le sens où, lors de certains mouvements, je ressentais parfois ici et là des petites gênes. Je suis donc content de ne pas m'être blessé pour pouvoir être encore en forme pour les prochaines compétitions. Dans ces gros tournois, tu veux tout donner, tout en retirer, mais tu espères aussi de ne pas te détruire. Il y a certainement beaucoup de choses qui doivent absolument être améliorées et il faut que je me donne le temps maintenant d'y travailler plus intensément. Nous allons avoir une bonne semaine à Anvers pour nous entraîner et ensuite nous avons encore 5 jours à Hasselt pour peaufiner et s'assurer que tout est de nouveau en équilibre, c'est-à-dire le mental, le physique et puis travailler sur ces aspects pour devenir un meilleur joueur. Et malgré cette défaite aujourd'hui, il y a tout de même beaucoup de motivation pour aller de l'avant la semaine prochaine. Il n'y a plus de garçons dans le tableau final à Melbourne, il n'y a plus qu'Elise Mertens. Est-ce que tu as eu l'occasion de croiser David Goffin hier après sa défaite en 3-7 face à Benjamin Bonzi? J'ai vu personne, je dois dire. Parce que moi, je suis arrivé dimanche soir très tard, parce que mon vol avait été annulé. Et donc hier, on s'est entraîné de 8h du matin à 10h du matin et après, j'ai vu personne. Donc moi, je ne suis pas resté au club. Et aujourd'hui, j'ai passé 4 heures au bord d'un terrain avec Zizou. Et avant, on s'est entraîné dans un autre club, on s'est chauffé, donc j'ai vu personne. J'ai pas vu David, j'ai vu personne. Et hier, je vous avais promis également la réaction de David Goffin suite à sa défaite face à Benjamin Bonzi. On l'écoute. Oui, c'est dommage. C'était un match difficile, évidemment. Mais le troisième set était beaucoup mieux. Il a très bien commencé. Il a joué vraiment de manière très offensive. Ça se voit qu'il est vraiment en pleine confiance. J'ai mis longtemps à rentrer dans la partie, à trouver mon rythme. Ça allait très vite. Des conditions que j'aime pas trop. Des balles un peu lentes. Et par contre, surface très rapide. Donc les autres, il a l'occasion de pouvoir envoyer en une frappe directement, de mettre à la rue. Et ça m'a posé des problèmes au début. J'ai pas été surpris de son niveau, non. Il joue très bien depuis quelques mois maintenant. Il a retrouvé son meilleur tennis. Et là, ça se voit qu'il est en pleine confiance depuis quelques mois. Physiquement, ça allait un peu mieux, mais j'ai encore un peu du mal. Je me sens pas encore à fond, je me sens pas encore à 100%. C'est un peu difficile dans les jambes, dans les bouts de course, etc. Je sens que je peux être un peu mieux. Donc voilà, c'est pas le début de saison idéal. Mais je pense que le tennis n'est pas loin et en me sentant un peu mieux physiquement et en retrouvant un peu la forme, en gagnant quelques bons sets et bons matchs, je pense que ça va me mettre et lancer enfin ma saison. Et là, il me reste encore le double, donc ça peut être quelque chose de sympa avec Alex Müller, avec qui je m'entends vraiment très bien. Et on s'est entraîné ensemble à Dubaï et il m'a demandé, on a vu qu'on allait certainement, avec notre classement, rentrer ensemble dans le tableau, donc on s'est dit pourquoi pas et que ça allait être sympa. Et finalement, on a bien fait cette année parce qu'on a perdu tous les 2 premiers tours, donc ça nous laisse un peu de possibilité de pouvoir s'amuser et faire des choses sympas. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Par rapport à ce qui s'est passé cette nuit, il y a eu cette incroyable performance de Gaël Monfils qui est venu à bout de Giovanni Mpetshi Perricard en 5-7 après avoir perdu les 2 premiers, alors qu'il vient de gagner, tu le disais, son 13e titre ATP à 38 ans à Auckland. Le Français a vraiment puisé dans ses qualités exceptionnelles pour surmonter le géant Mpetshi Perricard, qui est un cauchemar à affronter, un adversaire qui sert des avions, qui ne met pas de rythme. Mais Phil, tu l'avais dit quand on avait évoqué le match entre Opelka et Onklin, tu avais dit que les gros serveurs comme ça vont être moins efficaces sur des matchs plus longs, en l'occurrence en 5-7.
Et puis, il a peu d'expérience, Mpetshi Perricard, en Grand Chelem. C'était son 4e match en 5-7. Donc, Et puis aussi, je pense que mon fils, on en avait parlé, moi je ne le voyais pas, c'était pas impossible pour moi parce que Gaël, mon fils, il retourne de très loin, il retourne vraiment bien, il défend, il fait travailler l'autre. Donc il avait vraiment, je ne sais pas si tu partages mon avis, Chris, mais vraiment le bon jeu pour battre Mpetshi Perricard, Gaël, mon fils, avec ses qualités de défense. Si j'avais Puis de 5 retourner. euros à jouer sur Internet, j'avais mis sur mon fils direct. Ouais, ouais. Moi, Ouais, j'avais c'est mis pas mon fils étonnant. direct sûr. Moi, j'étais persuadé qu'il allait emmerder Mpetshi direct, sûr. Parce qu'il retourne de loin, il retourne toutes les balles, il défend. Il a une expérience de 20 ans derrière lui. Et en plus, je vais dire, je pense que Gaël, bon, il a 38 ans, il a joué la semaine passée 5 matchs, donc physiquement, il ne devait pas être très très frais quand même. Mais hmm. contre Péricard, c'est facile de jouer. Soit c'est ace, soit tu double faute, soit tu une balle d'or ou dedans. C'est pas des Ouais. échanges de. C'est pas comme Zizou aujourd'hui, il a joué un mec qui fait que des échanges, qui met à chaque fois du rythme, il frappe à chaque fois 5 6 7 8 frappes. À l'autre, c'est chaque fois 2 3 frappes. Est-ce que mon fils s'est fait briquer le match? Parce que je sais Non, qu'il mène 6-3, 28 7-6. jeux. Ah, voilà. 28 jeux Là, de service. Mon fils a concédé aucune balle de break. ben voilà, donc ça veut tout dire. Il a eu 2 balles à match dans le troisième set dans le tabrik, j'ai entendu aussi. Mais, Oui, mais donc, ouais, ouais, ça veut tout dire. Parce que mon fils ne sert pas, il sert pas à 40 ça, lui. Il met la balle, il place la balle et il sait exactement ce qu'il fait avec la balle. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, pour mon fils, c'était peut-être même un bon tirage de jouer contre lui. Et c'est peut-être le pire cauchemar qui puisse arriver à Péricard de jouer contre lui. Parce que mon fils, il sent tellement le jeu, il retourne tellement beaucoup de balles et il emmerde les autres. C'est pas que lui joue super bien, mais il fait mal jouer les autres. C'est pas étonnant que Gaël a gagné ce match-là pour moi. Et tu parlais de bonne défense tout à l'heure. Lui, pour être un bon défenseur, c'est un sacré bon défenseur. Bah, il fait que ça. Il fait que ça, il adore ça. Il donne même les balles courtes pour que tu l'attaques, pour qu'il puisse tirer des passings. Il adore ça, lui. Lui, il va dans l'autre sens. Il donne carrément la balle courte pour que tu puisses l'attaquer. Mais les gens n'osent pas trop l'attaquer parce qu'ils savent que la défense est tellement bonne qu'ils n'osent pas y aller. Donc c'est Ouais. un fameux jeu, ça, hein, dans la tête. Ouais, oui. Alors, tu as dit que tu avais croisé personne, même pas Talon, ton ancien Et protégé, Talon Grigsport, qui a été sorti en 3-7 par Hubert Urcax, toujours solide, hein, le Polonais. Et donc, il a perdu 7-6, 6-4, 6-4. Tu as eu l'occasion de le croiser. Ça doit être particulier dans ton cas. bah, ce matin, au petit-déj, on s'est croisés pour la première fois depuis qu'on s'est quitté à Paris. On s'était plus entendu non plus. Donc, j'ai vu bah, son équipe, j'ai vu son frère physique Seb, j'ai vu Talon, j'ai vu le frère Kevin qui était là. Et bon, après, on a mangé, on a pris le petit-déj quasi ensemble parce qu'on était une table l'un à côté de l'autre. Donc, on a discuté un peu de tout. Donc, c'était pas comme avant. Ça fait un peu bizarre de le voir avec des autres, mais c'est mon choix. Donc, je veux dire, c'est comme ça. Après, j'ai regardé un peu de son premier set parce que ça, c'était le moment que Zizou attendait de jouer. Il s'est chauffé un peu. Donc j'ai vu quelques points à gauche, à droite. J'avais vu qu'il avait perdu 7-5. Après, je n'avais plus rien vu. Mais après, voilà, je dirais. J'ai Urcax, pas. trop solide. Oui, il est au solide, ouais. Mais bon, après, je ne vais pas aller dans les détails de ce que j'ai vu, parce que ça, c'est plus mon boulot, ça. Urcax, il était en finale de la United Cup, donc il avait beaucoup de victoires aussi dans les jambes, en confiance. C'est pas lui qui Il a gagné reste. en simple, hein. Ça suit Ante qui a tout gagné, là. Je pourrais gagner avec la Oui, Pologne, je crois que je pourrais gagner la United Cup avec elle à côté de moi. ouais. Sauf Et que tu alors, détestes jouer en double mixte, Chris, donc ça J'ai n'ira j'ai pas. jamais, j'ai jamais fait, donc bah oui, Bah that's oui, it. c'est bien ce que je dis. Bah oui, c'est ça. C'est vrai, t'as raison. Dis, j'avais une dernière petite chose à te demander par rapport à un des faits importants de la journée, parce qu'on a bien failli assister à l'énorme surprise du jour, si pas l'une des plus grosses surprises de l'histoire du sport. C'est Daniil Medvedev, finaliste l'an dernier, qui s'est retrouvé au pied du mur face à un joueur qui disputait son premier match sur le circuit principal, le Thaïlandais Kasidit Samrej, 23 ans, wildcard et 418e mondial. Il a mené 2-7-1 contre le 5e mondial. Medvedev est arrivé un peu tard à Melbourne puisque sa femme a donné naissance à leur deuxième enfant. Mais c'est vrai que là, il est passé tout près. Il a d'ailleurs fracassé la caméra du filet au passage dans une de ses xème colères. Il n'est pas au mieux, hein, Daniil Medvedev. Vous en pensez quoi? Ben, j'ai rien vu. Je veux dire, j'ai vu son entraîneur ce matin au petit-déj et tout ça, avec Gilles Simon, tout ça, mais après, moi, j'ai rien vu. Je veux dire, s'il est arrivé il y a 3 4 jours ici,
quand sa femme a donné naissance, tout ça, j'imagine que c'est pas encore au top qu'il est. Mais après, il s'en sort quand même. C'est aussi une Ouais. qualité. C'est la plus grosse qualité qu'il a quand même, qu'il arrive à s'en sortir, peu importe contre qui c'est. J'ai pas vu, je peux pas juger. Mais bon, il va quand même être de plus en plus dangereux. Il gagne ces matchs-là. J'en connais qui perdent ces matchs-là. Donc lui, il reste dedans, il essaie de les gagner. Il a quand même gagné. Physiquement, de toute façon, je pense qu'il est imbattable. Je pense qu'il court sur toutes les balles. Donc lui, il peut jouer 5-7 le premier jour du tournoi. Ça ne va pas l'empêcher de faire un bon quart de finale ou un truc comme ça. C'est pas qu'il doit se dire maintenant, après-demain, nom de Dieu, physiquement, j'ai déjà donné plein d'énergie. Je pense que là-dedans, j'imagine que son tennis n'est pas encore au point. C'était son premier match de l'année. Mais ça se voit. Donc là aussi, on voit que les mecs qui ont joué quasi pas de match ou c'était leur premier match de l'année, on voit bien que c'est pas assez. On voit bien Ouais. que les mecs. Talon, par exemple, c'était son premier match de l'année. Il n'a pas joué Ouais. avant. Je dirais, je pense qu'il y en a une dizaine qui n'ont pas fait de match avant le premier tour ici. Pour peu importe la raison. Je pense pas qu'ils ont fait un bon match, ceux-là. Non, non, c'est sûr. Et en plus, en fin de rencontre, Medvedev a déclaré qu'il avait besoin d'être longtemps sur le court pour être efficace. Il a Qu'il avait réussi son besoin coup. de quoi? Il a réussi son coup. alors. Mais en fait, c'est son 4e match en 5-7 consécutifs à Melbourne. Parce qu'il était en quart de finale contre Hubert Hurkacz l'année passée. Ah, oui, Il avait fait demi contre Zverev, il avait fait finale contre Sinner qu'il perd, et puis maintenant de nouveau 5-7. Donc oui, visiblement, même s'il fait 26 degrés, ça ne l'embête pas trop de jouer des marathons. Visiblement, c'est ça qui lui plaît le plus. L'année passée, en plus, il menait 2-7-0, non, contre Sinner en Ouais, finale. ouais, ouais. C'était sur le même cours. Ah, fou, là, alors là, tu m'en demandes. C'est possible que dans la tête, quand il est arrivé sur ce terrain-là, il a dû se dire l'année passée, j'ai raté l'occasion quand même. Peut-être, hein, Ouais, ouais. Mais en tout cas, je peux vous annoncer que je suis en direct là, Joao Fonseca qui vient de se qualifier bien pour sûr. le 2e tour. Il a battu Roublev. Encore, encore une fois 5 euros qu'il fallait mettre. 3 petits sets, hein. Ouais, Roublev qui est quand même 9 mondial. Tu peux pas Oui, mais je parier, hein, pense. Christophe, ne l'oublie pas. Hein. Tu ne peux Pardon? pas. Hein. Tu ne Non, peux non, pas je ne parier, parie ne pas, l'oublie pas. Hein. non, je ne parie pas, mais c'est sûr que si je pouvais parier, je pense que j'aurais eu beaucoup d'argent sur le compte, je crois. On l'a vu ensemble à Bologne, Fonseca. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Il était 600e mondial l'année passée. C'est la plus grosse Oui, mais, progression, oui, mais il est 600e parce qu'il est jeune. Je dis, c'est 18 ans. 18 ans, donc il jouait pas niveau 600. Mais il a commencé quelque part. Ah, mais comme ça, je pense qu'il frappe mieux que Rublev là-bas. Je pense qu'il frappe plus fort que Rublev maintenant. Donc Je sais c'est pas, mais il compliqué. sert de manière, incroyable. Il a 1,85 m, je pense, et il sert vraiment très, très, bien avec beaucoup de précision. Ah ouais, donc ça va déjà aider. Puis il bouge bien, il a tout. Je veux dire, c'est un mec, il faut tenir, faut bien le regarder. Il faut bien le regarder. Jusqu'à la fin de l'année, il sera bien classé celui-là. Mais par contre, Roublev, il a l'air tellement pas heureux sur un terrain de tennis. Hein. Il a l'air toujours. C'est une torture pour lui à chaque fois. C'est quoi ton Ben, avis sur ça, toi? Je sais pas, moi je l'ai vu à Hong Kong, il avait le sourire tout le temps en dehors du terrain, je discutais un peu avec lui. Je l'ai vu ici hier, je lui dis bonjour et au revoir, mais là ça avait l'air d'aller. Bon, j'ai pas vu le match. Mais je sais qu'il a perdu le premier tour à Hong Kong. Attends, il a perdu contre qui à Hong Kong? J'ai vu une partie de ce match-là en plus. Mais bon, Fonseca, je crois que c'est le pire tirage qu'il aurait pu avoir, lui, hein. Même quand t'es 9e mondial, c'est le pire tirage pour lui, parce que Ah oui, oui. je pense qu'il bouge mieux que lui-même, je pense qu'il frappe mieux la balle que lui-même, et il sert mieux que lui-même. Ça se complique, ça. Ça m'étonne pas que Fonseca, il gagne en 3, pas 3-7, mais qu'il gagne, non? Ouais, il est quand même 9e mondial face à lui au port du top 100. Enfin, sur papier, Oui, mais c'est un chiffre. 9 et 100 et 60, ce sont des chiffres. La vérité, c'est sur le terrain. C'est quelques lignes, un filet, tu reçois 6 balles. C'est tout. Sur 1h30, 2 heures, 2 heures et demie de temps, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Évidemment, Federer, il perdait jamais. Nadal perdait jamais. Djokovic perdait jamais. Mais les autres perdaient, hein, à un moment donné. Il y a toujours eu des surprises. Mais moi, c'est même pas une surprise, hein, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est pas. Je sais bien que sur papier, Rublev est favori. Mais quand tu vois la cuisine interne, tu regardes un peu les choses qui arrivent, je pense que Fonseca, je pense qu'il a déjà gagné le Challenger début de l'année. Il s'est qualifié oui. 3 fois 2 petits sets. Donc lui, la confiance, il est bien au-dessus de n'importe qui. Il n'a pas encore perdu un match, je pense qu'il a gagné le Next Gen.
Donc 14 ça fait quoi? victoires consécutives. Bah voilà, 14. Et l'autre, il vient de perdre au Masters, il a perdu tous ses matchs. Non, il s'est pas qualifié pour le Masters. Pour la première fois depuis longtemps. Perdu le premier tour à Hong Kong. Et tu l'as joué le mec le plus en forme de l'année, du monde déjà. Mm. Ça joue hein, dans la tête. Hein. Oui, toi, tu disais, Phil, qu'il n'avait pas l'air très bien, mais en plus, il a parlé du fait qu'il s'était soigné, qu'il se faisait suivre pour être mieux mentalement. Oui, oui, non, je sais pas, mais je le trouve ouais, toujours en train de lutter tellement fort enfin, on le voit, hein, il peut se fracasser la raquette sur la jambe, ça dépasse juste un peu, je suis de mauvaise humeur et ça me saoule de rater. J'ai l'impression qu'il a envie de se détruire, moi, quand ça va pas. Il est vraiment violent, je le trouve violent vis-à-vis de lui-même. Mais ça fait de la peine, c'est triste à voir. Je trouve que c'est pas l'idée du jeu, quoi, en théorie. Ça te fait sourire, Christophe? Oui, parce que Christophe, il a toujours eu une attitude de détachement sur le terrain, quelque chose de très zen. Finalement, il était un peu un moine bouddhiste, Christophe Ligon, sur le terrain, donc il ne peut pas comprendre ça. Ouais, je comprends pas ce qu'il fait, non. Mais non, tu peux pas comprendre. Non, moi ça me fait rire parce que en même temps, ce mec-là, il est dans les 10 depuis combien d'années? Oui, oui, bien sûr. Après, qu'est-ce Oui, qu'il veut lui oui. dire? Qu'est-ce Non, qu'il va lui rien. dire? Non, non, mais c'est pas, c'est pas changer l'attitude parce que ça le ferait pas mieux jouer. C'est juste que quand tu vois de l'extérieur, tu dis, c'est dommage que ça a l'air de te faire tellement souffrir à ce Oui, point. mais C'est en dans ce même sens-là, tu vois. Mais oui, jamais tu bien peux sûr. changer un gars pareil, c'est sûr. Mais par contre, si on va voir qu'est-ce qu'il a amélioré depuis 5 ans dans son jeu, moi, Ben, pour moi, rien. Hein. ben voilà, j'allais Moi, dire, ah rien. non, rien. Et Zéro. donc on va dire les 10 meilleurs au monde, on va parler de Djokovic, il s'est amélioré, Nadal s'est amélioré, Federer s'est amélioré, Et lui, il fait Murray, toujours la même chose, quoi. ben Il met lui a des toujours lattes à la plat même le chose, plus quoi. fort possible et c'est ridicule. Ben voilà, donc après, maintenant, est-ce que lui, il a déjà appris à faire une volée pour venir déposer une volée au lieu de le Et- frapper avec toutes ses forces, toutes les balles? Ben non. Est-ce qu'il a déjà fait une fois autre chose? Il a déjà appris à faire un slice pour juste défendre ou j'en sais rien. Mais rien du tout. Est-ce que maintenant, est-ce que lui ne veut pas travailler ça ou est-ce que lui il dit non, je pars juste de principe que moi j'envoie toutes mes forces et c'est dedans, tant mieux. Si c'est dehors, c'est dehors. Mais par contre, lui, on peut dire qu'il a confiance dans ses frappes. Lui, il y va par contre. Même quand ouais. ça va pas, lui, il y va. Mais parfois, lui, on a envie de lui dire, bah écoute, fais peut-être un peu plus de lift quand même parce que tu perds un peu le contrôle. On est dans le même cas de figure de ce qu'on disait de Tsitsipas hier, Phil? Alors moi, je me souviens de Roublev en 2014 quand il a gagné Roland Garros Junior. J'avais été le voir parce que moi, j'étais avec Kasatkina en junior. Et donc, ils ont gagné la même année en même temps. Et ils sont copains avec deux Russes, blablabla. Et je me souviens d'avoir vu jouer le gars, donc je le découvre, mais il y a donc 11 ans, et il jouait comme maintenant. Donc le type, il mettait des lattes dans tout, c'était irréel. Et je dis, ouais, en fait, le type, s'il la met, il est imbattable. Et aujourd'hui, 11 ans d'après, il fait toujours la même chose. C'est vraiment, c'est vraiment oui, surprenant à voir. Surprenant à voir. C'est qui Mais son non, alors, coach? c'est un Espagnol, Vicente, là. Oui, c'est ça. Vicente et Alberto Martin, ces deux anciens joueurs. Non, Tsitsipas, il amène de la variété dans son jeu. Hein. Je veux dire, il varie les trajectoires, il monte, il Mhm. chip, il fait quand même plein de choses que Roublev, il fait rien d'autre que poule à chaque fois. La balle arrive, il la smash. Il y a rien à... Mais non, mais c'est même pas gai à regarder, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il y J'aime a? bien le poule, Phil. Ouais, Poule, c'est la table. mais ouais, c'est à fond, tout, tout, tout. Donc il y a... En fait, c'est le... C'est un peu le Sabalenka masculin, quoi. Pour moi, Rublev, c'est la Ouais, même chose. Il joue comme une fille. à fond. euh, et voilà, les filles, elles frappent plus fort que les garçons. Elles jouent plus à plat. Elles mettent moins de variété dans le jeu. C'est plus stéréotypé. Elles jouent toutes plus ou moins de la même façon. Bah, Rublev, il joue un peu comme ça. Mais Voilà, Christelle, sans vraiment... dans le podcast qu'on a fait ensemble, Christelle, j'avais dit quoi de Mickelson? Écoute, je ne sais plus. J'ai dit Mickelson, qu'il on allait en avait terminer dans parlé? les 20. J'ai dit qu'il allait terminer dans les 20 à la fin de l'année. Donc pour moi, ce ne vaut pas une surprise qu'il a gagné hier. Mickelson est tellement fort que moi, ça m'étonne vraiment pas qu'il a gagné hier. Et aujourd'hui, je me suis trompé sur un score. Je pensais que Zhang allait battre Rune. Ah non, Rune a gagné 6-3, 5e, j'ai vu. 3h10 de match et il avait perdu le premier set, mais Ouais. après il a retrouvé son rythme et il a remporté les deux suivants. Et ouais, maintenant il va jouer Berrettini. Alors là, la pièce, tu la mets où? Parce que Berrettini, Berrettini, Rune, je la mets au mieux pour l'instant. Attends, Berrettini a joué contre Norrie, j'ai vu.
Il a battu Norrie facilement. Non, en 4-7. Il a perdu le premier 6-7 et puis Je vais 6-4, mettre, 6-1, 6-3. je pense que je vais mettre Rune parce que je pense que Berrettini ne défend pas assez bien. Je pense que Berrettini est trop lourd pour défendre pendant 3h30. Ah oui? Ouais. Toi pas? Phil, toi? Ouais, non, je partage cet avis-là aussi. Je le vois pas aujourd'hui, Berrettini, sur des matchs comme ça en 5-7, courir, non. Je pense que physiquement, il va lui manquer un petit quelque chose. Oui, contre Rune, hein, contre un autre, il peut, mais l'autre, il va le faire travailler comme personne, quoi. Donc, Je pense que ouais. Je trouve que Berrettini en Coupe Davis au mois d'octobre, ou c'était quoi, septembre, octobre, avec la Belgique et tout ça, il bougeait pas très bien Septembre. quand même. Au ouais. septembre, il bougeait pas très bien quand même. Mais il frappe super bien à la balle, mais je pense que l'autre, la qualité de frappe est meilleure et Mm. je pense que le slice de Berrettini n'est pas assez bon pour l'emmerder vraiment. J'ai déjà dépassé le temps imparti, donc je vais te laisser partir, Christophe. Je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'être venu débriefer ce match qu'on a tous suivi et bon, voilà, qui se solde malheureusement par une défaite, mais on essaye quand même de retenir le positif. Et Zizou est entre de bonnes mains et dans une bonne voie en tout cas. C'est comme ça que je conclurai. Merci, c'est gentil. Ouais, bravo Chris, moi aussi, j'avais envie de te dire bravo pour ce début de saison, cette vision que tu as de son jeu qui est tout à fait juste. Et je suis sûr qu'à deux, vous allez faire une belle équipe. Je suis convaincu que le débriefing se passera bien. Tu as toutes les qualités, tu l'as prouvé déjà avec Rick Sport et il a beaucoup de chance de t'avoir. Donc je suis sûr que ça va marcher. Il y aura peut-être des étincelles de temps en temps, mais ça, c'est pas bien grave. Mais en tous les cas, il faut pas lâcher nos jeunes. Parce que je trouve qu'une association belgo-belge, il y en a peu. Et ça porte le tennis belge bien haut sur le circuit international. Donc on a tous à gagner que ce binôme fonctionne bien. Donc bon courage. Merci beaucoup, Phil. Et bon retour en Belgique. C'est quoi la suite du programme par contre? Tu as parlé de Marseille? Ouais, Coupe Enfin, la Coupe Davis. Davis. Coupe Davis, Marseille, Doha, Dubaï, Indian Wells, Miami, je crois. Mais peut-être qu'on enlève Doha quand même, parce que je veux pas qu'il joue toute la semaine non plus. Parce que ça va être un. Ça, maintenant, il faut faire attention aussi à ça, qu'il joue pas toutes les semaines. Et j'aimerais bien qu'il arrive frais sur certains tournois, donc, ou plus frais dans certains que d'autres. Donc, Ouais. mon avis, ça va être ça. Ok. Je dois juste enregistrer. Attends, je vous dis au revoir. Mais merci beaucoup et on se voit très bientôt. Salut Christophe. Salut! J'ai laissé partir mes invités, évidemment, parce que ça faisait déjà 40 minutes qu'ils me donnaient de leur temps, mais je vais quand même parcourir les quelques résultats marquants qu'il fallait retenir pour cette troisième journée à Melbourne. Merci beaucoup d'ailleurs, David de Sourou, pour toute ton aide dans la récolte de ces infos de la nuit. Alors, Taylor Fritz s'est baladé contre l'Américain Brooksby, vainqueur 6-2, 6-0, 6-3. Le quart de finaliste de l'an dernier jouera le Chilien Christian Garin au tour suivant. Alors, dans le duel 100% italien entre Lorenzo Musetti et Matteo Arnaldi, eh bien, c'est le mieux classé des deux qui s'est imposé. Musetti, qui menait 3-0 dans ses confrontations directes avec Arnaldi avant ce match, a remporté la partie en 4-7. 7-6, 4-6, 7-6, 6-3. Et Musetti jouera au prochain tour contre Denis Shapovalov, le Canadien, qui s'est imposé face à Roberto Bautista Agut en 4-7. Alors, ambiance incroyable aussi sur le petit court où se jouait le superbe duel du premier tour entre Stan Wawrinka et Lorenzo Sonego, 55e joueur mondial. C'est le jeune Italien qui s'est imposé en 4-7 malgré une belle résistance du Suisse. C'était le 19e Open d'Australie de Stan Wawrinka. Malheureusement, il a perdu au premier tour ces 3 dernières années. Et puis en fin de journée à Melbourne, l'enfant du pays, Alex de Minaur, s'est qualifié lui aussi en 3-7 face à Botic van de Zandschulp. Alors chez les femmes, évidemment, avec les deux Lascar, là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais voici un petit peu ce qu'il fallait retenir de cette journée. Daria Kasatkina a été la première joueuse à se qualifier pour le tour suivant. Elle a battu la Bulgare Tomova, 58e mondiale, 6-1, 6-3. Emma Navarro et Peter Stearns ont disputé jusqu'à présent le match le plus long du tableau féminin. Les deux Américaines ont passé 3h20 sur la Rod Laver Arena et c'est finalement la mieux classée des deux qui s'est imposée sur le score de 6-7, 7-6, 7-5.
Mené 5-3 dans le troisième set, Navarro, qui était demi-finaliste du dernier US Open, a remonté son retard pour remporter le match le plus long de sa carrière. Et Navarro jouera la chinoise Xiyu Wang au tour suivant. Alors Emma Raducanu faisait son retour aussi sur les cours, redescendue à la 61e place. Elle a sorti une tête de série cette nuit, Ekaterina Alexandrova. Pour son premier match depuis le mois de novembre, la Britannique de 22 ans s'est imposée 7-6, 7-6 et ce malgré 15 doubles fautes, 30 fautes directes et seulement 30% de points gagnés sur son deuxième service. Là, Raducanu a vraiment serré le jeu dans les moments importants. Et elle jouera au prochain tour l'américaine Anisimova. Et puis parmi les outsiders que l'on suit de près à Melbourne Park, on retrouve Elena Rybakina, la Kazakh finaliste en Australie en 2023 et vainqueur à Wimbledon en 2022, a brillamment réussi son premier examen de passage contre l'invitée australienne Emerson Jones, 16 ans, considérée comme un grand talent. Cette Emerson Jones a effectivement été finaliste chez les juniors l'an dernier à l'Australian Open et à Wimbledon. Elle n'a toutefois rien su faire face à l'expérience d'Elena Rybakina. Elle s'est inclinée en moins d'une heure, 6-1, 6-1. Et au prochain tour, Rybakina jouera contre Iva Jovic, une américaine à peine plus âgée que son adversaire du jour, 17 ans, et elle aussi invitée par les organisateurs. Alors sachez que ça passe pour notre chouchoute à Phil et moi, Jasmine Paolini. Elle a sorti la chinoise Xia Wei, 6-0, 6-4. Et ça passe aussi pour Hans Jabeur, qui a augmenté son niveau de jeu au fil du match. C'était très beau à voir. Elle a gagné face à Kalina. Et puis, on soulignera que dans le tableau féminin, il ne reste plus qu'une seule Française au deuxième tour. Il s'agit de Varvara Gracheva qui a éliminé l'américaine McNally. Voilà pour ce qu'il fallait plutôt retenir dans le tableau féminin de cette troisième journée à Melbourne. Merci beaucoup d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous de cet épisode. J'espère qu'il vous plaise. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir de savoir si le travail qu'on effectue vous fait plaisir. On se retrouve demain, même heure, plus ou moins, fin d'après-midi, le petit round-up du jour. Vous pouvez l'écouter en voiture, c'est facile et comme ça, vous ne loupez rien de ce qui s'est passé à Melbourne. Portez-vous bien, passez une belle soirée, à demain, ciao.